Bonjour à tous. On va se présenter très rapidement. Donc moi, je suis David Litvak et je suis directeur de projet chez Telio. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jean-Loup Dubin. Je suis le directeur en charge du digital et de la data chez Seva Santé Animale. Tout d'abord, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour nous écouter. On est ravis de partager aussi nos expériences avec vous. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va... Vous me dites, hein, si je suis trop près du micro, n'hésitez pas. Ce qu'on vous propose, on va juste vous représenter rapidement nos sociétés, Seva Santé Animale et Telio. Je vous repartagerai un petit peu ce qu'on fait globalement autour de la data chez Seva. Et ensuite, on rentrera sur un cas d'usage concret de mise en œuvre de la monétisation de la data au sein de Seva Santé Animale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Seva, Seva Santé Animale, c'est une entreprise de la région bordelaise. Le siège social est à Libourne. Et donc, on est un laboratoire pharmaceutique qui est spécialisé dans la santé animale. Donc, on fait des médicaments pour les poules, les cochons, les animaux de compagnie. Donc, on travaille notamment sur tout ce qui est autour de la médecine préventive, les produits pharmaceutiques et pour le bien-être animal. Et également, on a une division équipements et services. Et c'est sur ce cas d'usage-là qu'on vous partagera nos expériences en termes de data. Un des points qui est important pour Seva, Seva est devenu récemment une entreprise à mission. Et donc, vous avez ici notre mission et ce qui nous anime tous au quotidien. Donc, c'est vraiment ensemble, c'est avec passion que les femmes et les hommes de Seva développent des solutions innovantes pour soigner tous les animaux et ainsi contribuer à la préservation des grands équilibres de notre planète. Donc, on travaille sur la santé animale, pas uniquement sur la production animale, mais également de manière plus globale au bien-être animal et santé dans le monde entier. Peut-être juste pour vous donner quelques informations sur le marché. Le marché de la santé animale, c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, répartis principalement sur la partie Amérique du Nord, avec les animaux de compagnie. Et ensuite, on a pas mal sur l'Asie, avec des animaux plutôt volailles et cochons, et sur la partie Europe, avec 20% de part de marché mondial. On a la chance chez Seva Santé Animale d'être dans un marché qui est globalement toujours en croissance. Donc ça, c'est quelque chose qui est un des moteurs pour l'entreprise et également l'opportunité de toujours avancer et proposer des innovations. Excusez-moi, peut-être quelques chiffres. Donc Seva, c'est une ancienne filiale de Sanofi qui a été fondée rachetée en 99 et qui a grandi extrêmement rapidement parce qu'on a fait x13 depuis la création, principalement avec 60% avec de la croissance organique et 40% avec des acquisitions externes, notamment en termes d'innovation. Et d'un point de vue mondial, on est 7000 collaborateurs présents dans un peu plus de 47 pays, mais on opère commercialement dans plus de 110 pays. Et au niveau mondial, on est le 5e laboratoire pharmaceutique, après Zoetis en numéro 1. Et dernier point, on parlait justement de l'impact sur la santé animale d'un point de vue global. Aujourd'hui, on travaille notamment sur tout ce qui est promotion, comment on arrive à développer les interactions homme-animal. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est révélé extrêmement important, notamment dans la période du Covid, où on a vu côté animaux de compagnie des bienfaits importants autour de ça. On travaille aussi également sur tout ce qui est la biodiversité, comment Seva s'investit aussi pour protéger certaines espèces protégées. Donc on a des programmes justement de santé autour des albatros, sur la protection des espèces en danger. Après, aussi des initiatives autour du bien-être animal et toujours promouvoir aussi les bienfaits des protéines animales pour un équilibre. On a beaucoup de problèmes de malnutrition aussi dans le monde, sur lequel la volaille, les cochons, etc., permettent d'amener des solutions pour un meilleur équilibre alimentaire. Merci. Je vais prendre ça. Très rapidement, la présentation de Telio, pour les rares qui ne nous connaissent pas. Peut-être 3 chiffres à retenir. Le premier, c'est 13. Ça fait 13 ans qu'on existe à date. On a d'abord monté l'agence de Bordeaux et petit à petit, on a monté d'autres agences. Le deuxième chiffre à retenir, c'est 5. Aujourd'hui, on a 5 agences dans le territoire
avec notamment la toute dernière, un peu info exclusive à Clermont-Ferrand. Et enfin, le dernier chiffre, c'est 70 consultants passionnés par la data qui vous font de la data du sol au plafond. Qu'est-ce qu'on fait? On est un cabinet de conseil et d'intégration dans la donnée. Comment ça se matérialise? Ça se matérialise par l'ensemble des offres qu'on peut aujourd'hui déployer chez nos clients. Et si on essaie de regarder, ça démarre sur des sujets un peu stratégiques. C'est comment vous allez vous organiser, comment vous allez mettre en place les rôles et responsabilités pour mieux fonctionner et accélérer sur vos cas d'usage. Après, on va avoir des sujets un peu de contrôle sur à la fois la qualité de vos données et on va dire la cohérence des référentiels qui sont mis en place avec tous les sujets autour du MDM, pour après tous nos enjeux avec évidemment des experts sur les différentes technologies, sur l'intégration. L'intégration, ça passe par évidemment les data platforms et les modernes data platforms aujourd'hui, les sujets d'intégration de données, alors évidemment ETL, ELT, mais aussi des sujets de streaming. Et enfin, notre cœur, on va dire notre offre historique et un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, des sujets autour de la BI, donc avec comprendre le besoin du métier et être capable d'y répondre avec notamment des databases qu'on espère jolies, mais surtout qui permettent de prendre des bonnes décisions aux utilisateurs métiers. Cette manière d'accompagner nos clients, elle se matérialise aussi par plusieurs modes de fonctionnement. Elle va se matérialiser par évidemment des missions de conseil, par moment plus de l'assistance technique chez des clients dont les organisations data sont déjà installées et pour lesquels il y a un peu besoin de renforcement, et plus ce qu'on va vous présenter ici, des dispositifs avec une ambition d'arriver avec le client à des résultats concrets, comme ça peut être le cas pour le cas d'usage qu'on va vous présenter. Et enfin, parce qu'on est sur des technos qui sont complexes, on a aussi des enjeux de formation, des enjeux d'évangélisation sur, évidemment, vous le savez mieux que moi, un marché qui évolue très très vite. Voilà. Je vais mettre de l'autre côté ça. David mentionnait justement la data du sol au plafond. En fait, chez Seva, la data elle est présente dans beaucoup de nos métiers. On a en fait une partie toute recherche et développement, dans laquelle on va retrouver des équipes statistiques qui vont faire les études d'essais cliniques, vérifier la performance des différentes molécules, vérifier qu'il n'y a pas d'effets secondaires et ainsi de suite. On a aussi des équipes toujours en R&D qui travaillent sur la partie bioinformatique pour justement utiliser tout ce qui va être autour des IA génératives pour générer de nouvelles molécules, travailler justement à l'amélioration et comment à travers ces technologies-là, on arrive à accélérer la recherche et le développement de nos futurs vaccins. On a également des enjeux côté manufacturing et qualité, parce qu'on on fabrique nos différents produits. Donc on a des usines en Hongrie, aux États-Unis, en Chine, en France. Donc dans ces usines-là, on va avoir des enjeux de performance au niveau de l'usine. Donc on va remonter, capter les différentes informations et après amener des indicateurs de pilotage. Travailler aussi sur la partie data science, l'optimisation des paramètres de production. Également de la partie supply chain logistique, avec des enjeux autour des stocks, des forecasts, comment on est capable d'optimiser les niveaux de stock, s'assurer que les produits arrivent au bon endroit, sont disponibles pour les bons clients. La partie commerce et marketing, alors, qui est aussi un domaine extrêmement large, parce qu'on opère en B2B et en B2C, avec... principalement en B2B. Donc là, on va voir sur l'efficacité commerciale, quelles sont les performances de vente, les marges et tout le reporting, l'analyse de parts de marché. Donc comment est-ce qu'on est capable justement de piloter notre activité de vente. On a également une activité autour de la partie D2C, c'est-à-dire qu'on a des communautés d'utilisateurs qui utilisent nos produits, notamment les phéromones en animaux de compagnie. Et donc, c'est des utilisateurs avec lesquels on interagit directement. Donc, on a des Customer Data Platforms qui nous permettent justement de mieux connaître ces clients-là, mieux interagir avec eux. La partie traditionnelle autour de la finance et de la comptabilité. Les différents rapports, contrôle de gestion, vente, vente, marge, etc. Et la partie également RH sur les indicateurs de pilotage, que ce soit sur les enjeux RSE, le pilotage des différents plans de formation et ainsi de suite. Là-dessus, donc, on retrouve tout ce qui va être autour des études statistiques classiques, de la partie aussi data science. On est aussi en train d'avancer sur la partie IA générative, bon, j'imagine un peu comme tout le monde aujourd'hui. Donc on travaille notamment sur l'IA générative, actuellement sur tout ce qui est analyse de documents, consolidation de documents, comment est-ce qu'on est capable d'accélérer le travail des équipes pour leur faire gagner du temps dans leur quotidien. On travaille aussi sur les nouvelles technos autour de Copilot 365, donc comment ces IA génératives directement intégrées dans la suite collaborative Office
permettent de booster la productivité. Donc on est justement en pleine phase d'essayer d'identifier quelle valeur, au-delà de la vague et de la hype technologique, quelle valeur ça peut réellement apporter pour le groupe. Alors d'un point de vue architecture, il y a, bon, c'est juste pour vous donner, enfin là-dessus on est encore, je dirais, relativement standard et traditionnel, mais on est en train de bouger tout ça. Mais on est sur des architectures classiques avec de l'ingestion de différentes sources d'informations, que ce soit sous forme de batch, sous forme de streaming, qu'on s'appuie sur Talend pour ingérer ces différentes données dans notre plateforme actuelle qui est sur Google Cloud Platform, dans lequel après on va avoir les architectures avec bronze, silver, gold layer, avec du Talend et du BigQuery, et ensuite on expose ça principalement sur du Power BI et du MicroStrategy. Donc c'est une partie de la stack architecture. Bon, il y en a. On a simplifié. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de rentrer un peu plus dans un cas d'usage sur comment Ceva utilise ces données-là, et notamment quels sont les cas d'usage de valorisation auprès de nos clients. Donc, en fait, quand on parle notre cœur de métier reste la production des médicaments, la vente des vaccins. Mais ce qu'on vend à nos clients, ce n'est pas uniquement des produits et des vaccins, c'est comment est-ce qu'on est capable d'accompagner un service qui leur permette de répondre à leurs enjeux, donc que ce soit des enjeux de production, des enjeux de santé. Donc on a notamment tout un programme qui s'appelle Hatchery Connect, dans lequel on a différents équipements qui sont fournis, équipements autour de la santé, et qu'on a connectés et qui nous permettent de fournir des services additionnels pour nos clients. Donc on a nos équipements qui sont mis en place dans les couvoirs. Donc, les couvoirs, c'est quand on reçoit les œufs des différentes fermes. Ensuite, ces œufs, ils vont être incubés et ce qui va permettre en fait, de faire éclore les poussins. Donc, on a différentes machines qui interviennent dans ce processus-là. Donc, on collecte les informations. Ensuite, on a développé ce qu'on appelle une Ceva Box, qui est l'équivalent de la box Wi-Fi que vous avez chez vous, qui permet de récupérer et capter les différentes informations et ensuite de les retransmettre sur le cloud côté Ceva. Et ensuite, on a développé toute une plateforme de décision en ligne qui permet à ces clients-là de récupérer leurs informations, avoir des indicateurs de performance et de piloter leur activité. Donc là, Ceva Box, qui est en fait on a mis l'idée de construire une Ceva Box est principalement liée aux problématiques de cybersécurité. Parce il y a des attaques de partout dans le monde, ça c'est pas un scoop. Mais en tout cas, on voulait que vis-à-vis de nos clients, on puisse leur proposer quelque chose qui leur apporte en tout cas les garanties d'un point de vue cybersécurité sur le fait qu'on n'a pas de risque d'intrusion et d'impact sur leur processus. Alors, une des machines qu'on utilise justement au couvoir, c'est une machine qui s'appelle LaserLife. Cette machine-là, elle intervient en fait dans ce qu'on appelle le mirage des œufs. C'est-à-dire que quand on reçoit les œufs des différentes fermes, certains œufs portent un embryon qui est vivant, donc on va pouvoir mettre dans l'incubateur et ensuite va pouvoir éclore et devenir un poussin. Et on a certains œufs sur lesquels on va avoir des embryons qui sont morts, ou ce qu'on appelle des œufs clairs, c'est-à-dire des œufs qui n'ont pas été fécondés et qui sont potentiellement utilisables dans la consommation. Donc on a développé chez Ceva, au sein de Ceva, une machine qui permet justement, en fait, à travers des capteurs, d'identifier quels sont les œufs pour lesquels on a un embryon vivant, qu'on va pouvoir justement rediriger vers les incubateurs, et quels sont les œufs qu'on doit sortir parce qu'ils représentent un risque de contamination, ou parce qu'on peut les rediriger vers le processus de commercialisation classique des œufs, donc ceux que vous recevez dans les supermarchés, supermarchés ou autres circuits de distribution, pour pouvoir les avoir. Donc ces machines-là, on a de l'analyse thermique qui nous permet en fonction justement de la température des œufs de savoir s'ils sont vivants ou non, et ces informations-là qui sont connectées ensuite en temps réel pour pouvoir les analyser dans la plateforme. Et je vais laisser la main à David pour vous expliquer, une fois qu'on a ces données-là, qu'est-ce qu'on en fait. En termes d'architecture, donc c'est un poil complexe, mais on va essayer de refaire le cheminement ensemble. On va avoir là toutes les machines que Jean-Loup a décrites qui permettent de remonter les informations. Donc là, on s'est concentré sur LaserLife, mais il faut avoir en tête qu'il y en a 6 ou 7 avec des événements un peu différents. Il y a forcément le passage par Microsoft Azure pour des enjeux d'authentification vis-à-vis de l'AD de Ceva. Et après, toutes ces informations-là, elles vont être gérées avec ce qu'on appelle des fils d'événements et après stockées côté Google Cloud Platform avec 2 enjeux un petit peu différents.
un enjeu, on va dire, archi temps réel sur des applications mobiles. Là, on va passer par une structure Bigtable et on va pouvoir alimenter des applications qui s'appellent du coup l'application Hatchery Connect. Et pour des enjeux un peu plus analytiques, avec peut-être un peu plus de précision, et on le verra après de quelle manière ça se matérialise, on passe par du BigQuery qui forcément va un tout petit peu discuter avec la plateforme finale dont on va vous parler après, mais qui à la fin va être versé dans Power BI. Et alors bon, ça, au final, l'acheminement de la donnée, c'est intéressant et tout, mais en fait, un des enjeux de ce projet, c'est qu'entre Seva et les hatcheries, il existait déjà une plateforme d'échange avec toute une série de fonctionnalités qui était une plateforme web qui était développée dans OutSystem. Et du coup, tout l'enjeu, c'était d'être capable de pouvoir développer de manière relativement agile et itérative des rapports sur Power BI, mais pouvoir projeter, entre guillemets, ces rapports Power BI dans la plateforme web que vous voyez ici. Comment ça a fonctionné? Ça a fonctionné sur une démarche implicative, c'est-à-dire ce qu'on a voulu. C'est pas le mode cycle en V, vous nous faites un doc Word et on se revoit 6 mois plus tard et on espère à tout prix que ce qu'on a conçu, ça vous plaît. C'est toutes les semaines sur les différents cas d'usage, donc les différentes machines, essayer de se dire quelles sont les décisions que vous voulez prendre et comment on peut faire en sorte que l'information elle soit la plus parlante possible. Ça adresse le sujet de la démarche implicative et ça adresse aussi le sujet de se dire quel est l'objectif final de mon dashboard? Qu'est-ce qui doit me permettre de prendre comme décision? Et c'est toujours ces étoiles du Nord qu'on a essayé de suivre. Et enfin, en utilisant Power BI pour plein de bonnes raisons, on s'est quand même aussi concentré sur l'expérience utilisateur. On va voir un peu après les différentes fonctionnalités qu'on a mis en place pour que demain, un utilisateur qui se trouve au Brésil, en Chine, puisse vraiment profiter à fond de l'analyse de ces données. Et du coup, ce qu'on a utilisé, c'est une fonctionnalité de Power BI qui s'appelle Power BI Embedded. En gros, en 3 mots, c'est quoi? C'est un service d'Azure qui, de manière complémentaire à ce qui existe déjà dans l'utilisation de Power BI, va vous permettre d'encapsuler vos rapports au sein d'une plateforme web. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux gens qui développent la plateforme web, on va leur communiquer de manière un peu macro 2 infos, l'identifiant du rapport, l'identifiant du jeu de données. Et eux vont être capables de directement projeter ce rapport-là de manière complètement dynamique, qui s'actualise avec les mêmes enjeux qu'un rapport Power BI classique, mais permettant vraiment de s'intégrer dans la plateforme web existante. C'est cette fonctionnalité qu'on a utilisée de manière vraiment à pouvoir s'intégrer naturellement dans quelque chose qui existait déjà. Concrètement, c'est ça. Ça veut dire que nous, de notre côté, on va développer 5, 6, 7, 22 rapports Power BI. Et après, on va se mettre d'accord avec les équipes de développement web pour dire celui-là, il va aller là, celui-là, il va aller là. Et du coup, on peut vraiment développer de manière parallèle en disant vous vous concentrez là-dessus. Vous savez juste que via une mainframe, vous allez pouvoir envoyer votre rapport Power BI à cet endroit-là. Évidemment, je ne vais pas dans le détail de tous les petits enjeux qu'il y a à adresser en fonction de tel utilisateur doit voir ça, voir ça, voir ça, mais concrètement, la logique elle est celle-ci. 2 fonctionnalités importantes. En gros, il faut s'imaginer que parmi les hatcheries de Seva, on a des Espagnols, des Italiens, des Chinois, des Français, etc. Donc il y a forcément un enjeu à ce qu'ils comprennent ce qu'on leur présente. Et en plus de ça, il y a le deuxième enjeu, c'est que ces clients... potentiellement, c'est voir des concurrents. Donc, il y a aussi un petit intérêt à ce que le client A ne voit pas les données du client B. Et donc, pour ce faire, on a développé 2 fonctionnalités spécifiques à ce projet. Une traduction dynamique. Donc, ça veut dire que l'utilisateur se connecte sur sa plateforme web, il choisit le langage de son browser et directement, ça lui met l'ensemble de son rapport dans la langue choisie. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. S'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre après sur la manière. Et enfin, le silotage des données. Donc Power BI permet ce qu'on appelle le RLS, donc une sécurité au niveau ligne, le Row Level Security. De la même manière, on a mis en place ça pour s'assurer que le client A voit uniquement ses données. Et par exemple, si on a un manager qui gère plusieurs hatcheries, il peut voir les éléments de toutes ces hatcheries-là.
concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Alors, je n'ai pas pris le pari de me connecter directement au Wi-Fi ici, parce que bon, on sait ce que c'est. Donc on est parti sur, à l'ancienne, des bons vieux screenshots. Pour autant, c'est intéressant de regarder que vous voyez qu'en fait, on est venu complètement s'intégrer dans une page web. Typiquement, ce menu, c'est le menu qui a été développé par la page web. Et là, concrètement, je suis l'utilisateur. Ici, je peux sélectionner mes différentes machines qui m'intéressent. En haut, je peux sélectionner mon périmètre temporel. Donc, ça m'intéresse de regarder depuis le début de l'année, l'année dernière, depuis 2 ans, etc. Et là, tout en ayant une certaine forme de dynamisme, j'ai mon espèce de cockpit de pilotage, donc mes principaux KPI, est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien. Et après, une évolution temporelle, une évolution qu'on peut faire par mois, mais aussi on peut aller un peu plus dans le détail, on peut aller par semaine, on peut aller par jour, de manière à ce que je suis manager de ma hatcherie, je vois qu'à un moment donné, j'ai une grosse baisse de mes indicateurs de performance par rapport à mon business. Je peux, de manière autonome, aller creuser les infos. Je peux être capable de voir, tiens, ce mois-là, j'ai été moins bon. Tiens, cette semaine-là, j'ai été moins bon. Tiens, ce jour-là, j'ai été moins bon. Et même, on peut aller jusqu'à, tiens, je peux même aller sur quel est le floc, donc quel est le lot qui a posé problème. Et du coup, peut-être de discuter avec les éleveurs en se disant, faut regarder pourquoi sur ce lot-là, on a des indicateurs qui sont nettement moins bons. Est-ce que dans le processus en amont, il y a des choses un peu à régler? Et à la fin, du coup, ça donne vraiment la possibilité à l'utilisateur final, dans une plateforme web, d'accéder uniquement à ces données et de pouvoir aller relativement loin dans l'analyse de données dont je rappelle qu'elles ont été à la base connectées via de l'IoT avec une granularité qui peut être assez fine. Concrètement, aujourd'hui, ce projet il est en place dans l'ensemble des hatcheries de Ceva. L'intérêt aussi de l'avoir développé sur Power BI, c'est que ça adresse des sujets vis-à-vis de clients externes. Mais comme les données sont présentes dans l'environnement Power BI de Ceva, ça peut adresser plein d'enjeux internes sur des indicateurs similaires. On peut aller plus loin. Et donc, c'est aussi intéressant pour nous d'avoir pu imaginer que ça adressait ce double enjeu-là. Voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui sur ce cas d'usage. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci, c'était très intéressant. Une petite question, parce que là, vous êtes pratiquement capable de faire de l'analyse de qualité de produits, quoi, du coup. Donc, on est pratiquement sur un outil de la décision qui est en live et qui doit fonctionner en permanence et qui, si jamais il plante, c'est une catastrophe. Donc, comment vous gérez cet aspect QoS de la chaîne de données? Et qu'est-ce que vous avez mis en place si jamais ça plante et quel est le critère de qualité de service que Ceva impose à Telio là-dessus? C'est une bonne question et je dirais qu'on n'a pas encore trouvé complètement la réponse. Mais ce qui est compliqué sur ce type d'architecture et sur ce type de projet, c'est que le nombre de compétences requises d'un bout à l'autre de la chaîne est extrêmement important, parce que ça nécessite des compétences quasiment d'IoT, des compétences au début c'est des compétences sur les automates, après c'est des compétences sur plutôt la partie data engineering, data visualisation, data science. Après on a des compétences digitales en termes de web, de front. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est, après là c'est plus d'un point de vue contractuel, mais c'est de bien définir quels sont les contrats de service qu'on va avoir avec chacun de ces partenaires-là, d'amener du coup des niveaux de qualité et ce qu'on appelle SLA, Service Level Agreement, sur des temps de réaction avec ces différents partenaires. Et on travaille aussi en interne à avoir des personnes qui ont une vision aussi 360 et qui vont être capables d'aiguiller rapidement dès qu'il y a des problèmes. Parce que souvent, en fait, la difficulté opérationnelle, quand on parle sur le terrain, on a un client qui nous dit « j'ai un problème, mes données sont fausses ». La difficulté, c'est de savoir d'où vient le problème. Parce que est-ce que ça vient de la vise où il y a une coquille dans la vise? Est-ce que ça vient d'un problème sur la machine? Et donc, c'est d'amener aussi des gens, et ça demande du temps de former ces gens-là pour être capable justement de faire ce travail d'aiguillage et d'amener assez vite l'analyse sur les routes causes. Et du coup, derrière, c'est plusieurs contrats avec des niveaux de service sur chacun de ces partenaires-là. Merci beaucoup pour la présentation. Une question, peut-être qu'elle est naïve.
Je vois que du coup, vous utilisez l'outil Google Cloud, donc sauvegarder une partie des données ou des données dedans. Et j'ai compris que donc, des données viennent de chez les éleveurs, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas un enjeu, je ne sais pas du tout le domaine santé animale, il n'y a pas un enjeu de privacy, de protection de données, alors qu'il y a le Terrorist Act, je crois, quand les données sont sauvegardées dans des plateformes comme Google, on peut tout à fait... Voilà. Est-ce qu'il y a cet enjeu chez vous ou non? Pas du tout. Excellente question aussi. En fait, quand on démarre les projets avec les clients, on a toujours une phase contractuelle avec eux, de s'assurer que d'un point de vue données, quand on récupère leurs données, ils sont bien d'accord. Ils sont bien d'accord pour avoir ces services-là. Donc, c'est des services qu'on apporte. Et ensuite, on a des questions d'architecture sur justement, je vais vous partager la photo au début du marché sur la Chine. Et sur la Chine, la réglementation gouvernementale fait aussi qu'il faut des partenaires locaux, ils ne veulent pas forcément sortir les informations. Donc ça, c'est des sujets dans la phase de passage à l'échelle et au niveau mondial qu'il va falloir qu'on adresse et qui sont en cours d'étude. Donc je n'ai pas encore la réponse à toutes ces questions-là, mais c'est clairement des problématiques qu'on a. Après, on est principalement sur des données de production, donc on a assez peu de données, assez peu, voire très peu de données personnelles sur ces sujets-là. Donc on est moins impacté comparé à des problématiques GDPR qu'on pourrait avoir sur du retail. D'autres questions? Oui, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question en fait pour Seva. Vous parlez de la santé animale. Est-ce que vous pouvez nous dire un cas d'usage qui a directement un lien avec la santé animale? Merci pour la question. Alors, je suis un peu embêté parce que d'un côté, ce qu'on vient de présenter, c'est en lien avec la santé animale. Donc, on a dû rater un élément dans la présentation. En fait, ce cas d'usage-là, il est directement lié à la santé parce que si on laisse passer, par exemple, des œufs qu'on va mettre dans qui vont aller ensuite dans la suite du processus, donc en incubation, si jamais on met à incuber des œufs qui sont morts, ça veut dire qu'il y a potentiellement, soit ils sont morts parce qu'il y avait des maladies, soit parce que, pour diverses raisons. Et donc, c'est des risques. Après, c'est des œufs qui peuvent exploser ou ce genre de choses. Donc, il y a des risques de contamination après. Donc, en fait, cette machine-là, elle répond en fait directement à des enjeux de santé, ce qu'on appelle au couvoir, pour justement s'assurer que dans ce processus-là, on arrive à, de manière préventive, éviter le différent déploiement des différentes maladies. Après, on a... pour donner d'autres cas d'usage autour de ça, on a en fait des équipes qui travaillent sur justement tous les audits de processus, de vaccination. Donc on amène des services qui permettent à nos clients de s'assurer que dès lors qu'ils ils vont mettre en application les différents vaccins, que les gestes sont bien respectés, que le processus est bien respecté, que les bonnes pratiques sont bien en place, que les gestes sanitaires, les réflexes sanitaires sont aussi bien respectés au sein des couvoirs et au sein des différents éleveurs. Et ensuite, tout ça est stocké sur cette plateforme. Donc la plateforme, elle a un autre nom que la partie Hatchery Connect, mais à la fin, c'est une seule et même plateforme qu'on offre d'un point de vue service à nos clients et qui nous permettent en tout cas de les aider à progresser sur la gestion des risques biosanitaires. Et là, c'est un des axes qui est important. C'est ce qui, je ne l'ai pas mis ici, mais quand on regarde l'évolution de Seva en termes de santé animale, il y avait beaucoup de pharma, d'antibiotiques par le passé, et l'entreprise est vraiment en train de basculer, bascule et continue d'accélérer sur la partie vaccination. Et après, les enjeux de santé, la prévention est un élément qui est extrêmement important parce qu'en fait, les gestes, vous l'avez tous vu pendant le Covid, hein, le fait de respecter les gestes barrières, ça fait que d'un coup, il y a beaucoup moins de maladies, quoi. Donc là, c'est exactement la même chose en santé animale. Donc c'est aussi là où nos équipes ont un travail sur le terrain pour continuer d'améliorer ça.
Bonjour. Donc la plateforme que vous avez présentée, donc je comprends qu'elle s'adresse à un grand nombre de profils, que ce soit des profils data ou des profils plus voilà, managers de hatcherie, etc., des éleveurs. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme accompagnement? Parce que finalement, on leur met dans les mains un outil de prise à la décision, mais qui nécessite peut-être d'avoir un peu d'acculturation ou de connaissances. Ou, voilà. Quel accompagnement vous avez mis en place pour les aider à s'approprier cet outil? Merci pour la question. Alors là, j'ai dérivé un petit peu sur l'organisation Ceva. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, dans chacune des hatcheries, c'est des métiers qui sont parfois assez physiques, assez pénibles, donc sur lesquels c'est parfois compliqué de trouver de la manœuvre. Donc il y a des forts enjeux de manœuvre. Et donc déjà qu'on a des profils qui sont très terrain. Et donc il y a effectivement des enjeux assez forts de formation, d'accompagnement. Et donc dans la manière dont sont structurées nos équipes Ceva, en fait on a des équipes plutôt marketing qui vont travailler sur toutes les activités marketing, communication autour des produits, speech de vente. On a une deuxième équipe qui est plutôt autour de ce qu'on appelle les vet services, donc qui sont des vétérinaires qui vont intervenir et qui revient sur la question d'avant, sur justement l'expertise, l'administration des différents médicaments, les gestes de prévention. Et on a des équipements qui sont justement spécialisés sur le processus de vaccination au couvoir, et donc qui vont justement aider, accompagner les clients dans la prise en main de ces technologies-là, l'utilisation. Et en fait, David parlait justement de l'interne, l'externe. Ce qu'on a cherché à faire avec ces technologies-là, c'est aussi d'amener les données aussi bien à nos équipes internes et aussi bien à nos clients, ce qui permet d'avoir un dialogue, d'avoir des échanges, partager les mêmes informations et du coup de permettre à nos équipes de mieux accompagner leurs clients là-dessus. Et de manière archi concrète, sur ce genre de projet, il y a souvent besoin d'un profil un peu particulier qui va jouer le rôle de product owner, qui va jouer le rôle un peu d'ambassadeur des clients finaux pour être capable de décrire le besoin. Et nous, on a travaillé de manière super étroite avec ce fameux product owner. Et ce product owner, il n'y a pas de secret. Il a été obligé de faire des formations aux différentes hatcheries. Mais le point qui était vraiment intéressant, c'est que malgré le fait qu'on est sur des profils plus opérationnels, ils ont fait plein de retours sur tiens, on aimerait aussi avoir ce type d'indicateur en plus, etc. Ce qui permet d'avoir une roadmap et qui permet justement de susciter une certaine forme d'engouement. Donc pour répondre à la question, il y a deux enjeux, un product owner et de la formation. Et penser que juste un mail suffira, ça ne marche pas. Je pense qu'on va clôturer la session et on va remercier l'ensemble des orateurs.